Bien, je suis censé introduire le sujet de la France au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est une zone de détestation généralisée. Les Arabes se détestent entre eux, entre sunnites et chiites. Ils détestent les Turcs qui ne sont pas arabes. Ils détestent les Iraniens qui ne sont pas arabes. Les Iraniens et les Turcs se détestent entre eux, puisqu'il y a une tradition d'hostilité entre l'Empire ottoman et l'Empire persan. Et puis tout le monde déteste les Kurdes, tout le monde déteste les Yazidis, mais il y a un seul point d'accord, c'est la détestation des Juifs et d'Israël. Là, c'est le point commun. Alors en face de tout ça, que fait la France ? Alors il y a eu deux périodes. Il y a eu la période de la colonisation française, donc avant De Gaulle, où la France avait comme ennemis ou comme gens hostiles des pays comme l'Égypte, et donc ils étaient très contents de trouver un jeune pays comme Israël. Et il y a eu une période tout à fait euphorique entre la France et Israël, de 48 à 58 et au-delà. Et dans cette période-là, eh bien, le gouvernement était socialiste, il y avait Guy Mollet au pouvoir, et on aidait le petit pays d'Israël à s'implanter, on l'aidait à se constituer une puissance nucléaire, et donc tout allait très bien entre la France et Israël, et il y avait une hostilité marquée envers le monde arabe qui s'est traduite par la guerre de 1956 du Sinaï, où Français, Israéliens et Britanniques ont attaqué l'Égypte pour rouvrir le canal de Suez. Et il a fallu l'intervention conjointe des Américains et des Russes pour que cette expédition prenne fin. Et puis De Gaulle arrive et lui, il se fonde sur un certain nombre d'arguments pour changer de politique. Alors il y a d'abord l'argument économique et commercial, puisque on a d'un côté un marché qui fournit la France en pétrole et en gaz, un marché auquel on peut exporter les armes françaises, avions, tanks, etc. Donc c'était un argument qui évidemment pesait d'un certain poids. Et puis il y a aussi une considération politique basée sur la démographie. C'est vrai que le monde arabe, c'est 300 millions de personnes. Le monde musulman, c'est 1,2 milliard. Que pèse un pays qui, à l'époque, devait peser 3 ou 4 millions d'habitants. Et donc, visiblement, l'intérêt vu par De Gaulle de la France était d'être réservé à l'égard d'Israël et d'avoir des liens particulièrement chaleureux avec le monde musulman. Donc, on voit très bien les arguments, et ça s'est traduit depuis De Gaulle par une politique constante, déséquilibrée entre le monde musulman et l'État d'Israël. Ça s'est traduit d'une part par les votes à l'ONU, les votes à l'UNESCO, dont on a eu encore des manifestations récentes, l'attitude sur Jérusalem, qui aujourd'hui encore a montré que même le président Macron, qui est révolutionnaire sur pas mal de points, ne changeait pas la doctrine française à l'égard du Proche-Orient. Donc l'ONU est un premier point, et puis il y a des signes multiples. L'Institut du monde arabe, qui est un institut prestigieux, qui est financé essentiellement par la France, alors que la minuscule maison France-Israël a disparu faute de moyens. On voit déjà un point de déséquilibre. La France est le pays qui a accueilli pendant des dizaines d'années l'ayatollah Khomeini à Neuf-le-Château. Ça ne nous a pas rapporté beaucoup de dividendes, mais c'est un fait incontestable. Les relations de la France avec le Qatar. Le président Macron était au Qatar il y a 2-3 jours.
le Qatar, qui a bénéficié d'un statut fiscal exceptionnel, puisque les Qataris ne payent pas d'impôts sur les plus-values, à la différence de tous les citoyens français. Merci, Monsieur Sarkozy. On voit aujourd'hui le Qatar être devenu le premier actionnaire de toutes les sociétés du CAC 40, bien devant la Caisse des dépôts et les autres institutions françaises. Donc on a un environnement où visiblement, alors il y a le commerce entre la France et Israël qui se situe au 6e ou 7e plan européen, derrière bien entendu la Grande-Bretagne et l'Allemagne, mais aussi derrière l'Italie, derrière la Hollande. Ça doit être à peu près à égalité avec la Belgique, au mieux peut-être le Luxembourg. Donc tout ça n'est pas très brillant. Il y a une constance dans l'attitude de la France à l'égard du monde arabe et à l'égard d'Israël. Est-ce que ça peut changer ? J'en doute fortement, parce que l'un des arguments que De Gaulle avait utilisé auquel De Gaulle avait pensé, c'est-à-dire le nombre de musulmans dans le monde arabe et dans le monde musulman, a une conséquence également, c'est que depuis ces années-là, depuis les années 50-60, eh bien, il y a aujourd'hui en France un nombre de musulmans extrêmement important. On le chiffre à un peu moins de 10% officiellement. En vérité, je crains que ce soit plus. Et les prévisions pour les 20 ans à venir, c'est que de 10%, on va approcher probablement les 20%. Et dans cette population, les préjugés antisémites, selon une étude faite par Fondapol, les préjugés antisémites seraient de l'ordre de 50%. Et ce qui est encore plus inquiétant dans cette étude, c'est que l'antisémitisme augmente avec la religiosité. Donc on ne peut pas compter sur les imams pour corriger le tir et permettre de réduire ces sentiments d'hostilité. Donc je crains que ces positions déséquilibrées se maintiennent. On a une petite lueur d'espoir du fait du rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite. Une autre lueur d'espoir, c'est l'influence aujourd'hui de la haute technologie en Israël, qui est de nature peut-être à améliorer le climat. En tout cas, on est loin du temps où il y avait un ministre des Affaires étrangères français réellement ami d'Israël. Ça remonte à 1956, c'était Christian Pineau. Merci. Eh bien, merci. Comme on dit, le décor est planté. Donc, avec force et conviction. Donc, je remercie évidemment les intervenants de consacrer une partie de leur dimanche à venir éclairer notre pensée. Le thème de la table ronde m'a été inspiré par l'étude que Hakim El-Karoui, à ma droite, a consacrée à la politique arabe de la France, étude qui a été réalisée donc par l'Institut Montaigne, une étude qu'il a réalisée dans le cadre de sa participation à l'Institut Montaigne. Donc ma première question s'adresse à lui. Qu'est-ce que l'on peut penser aujourd'hui de la politique arabe de la France, à la fois très rapidement d'un point de vue historique et surtout, à votre avis, quelles sont les évolutions qu'elle doit suivre dans les années qui viennent ? Merci Paul. Merci au CRIF de me... Allô ? Ouais. Donc merci Paul et merci au CRIF de me donner l'occasion de m'exprimer devant vous. Merci à Roger Kuckerman aussi d'avoir planté ce tableau parce qu'il va me donner l'occasion d'être optimiste et de vous donner un petit peu d'espoir. Parce que heureusement la situation est quand même pas exactement, à mon avis, celle qu'il vient de décrire. Alors, je vais vous expliquer ce qu'on a fait brièvement et effectivement les grandes problématiques qui se posent aujourd'hui dans ce qu'on appelle la politique arabe de la France. D'abord, comment on a travaillé ? On a travaillé avec une équipe de 6 personnes pendant 6 mois
avec un objectif, c'est remettre des faits et de la raison, là où en général on a, disons, des représentations et de la passion. La politique arabe de la France, que ce soit dans le monde arabe, que ce soit en Israël, que ce soit chez les Français, que ce soit chez les Franco-Arabes, que ce soit dans la communauté juive, elle est l'objet de passion. Elle est l'objet de passion parce qu'en général, elle est toujours surinterprétée en fonction du point de vue où on se place. Alors ce qu'on a fait, c'est on a essayé de regarder les faits et les flux. Moi, je suis géographe de formation, donc j'aime regarder des flux et d'une certaine manière, la géographie presque autant que l'histoire. Et la géographie, c'est quoi ? C'est des hommes. Je vais revenir sur vos chiffres. Ce sont des idées, des idéologies, une religion. Ce sont des flux commerciaux, évidemment, des flux financiers, mais aussi des flux politiques, des flux sécuritaires, etc. Ce qu'on voit, c'est que cette politique-là, elle a beaucoup bougé ces dernières années. Pendant longtemps, la France a influencé le monde arabe. C'est évidemment la colonisation. C'est évidemment la langue française. Tout ça, c'est un héritage qu'on a aujourd'hui. 40% de l'effort d'enseignement du français à l'étranger, c'est dans le monde arabe. Il y a plus de franco-arabes que de franco-européens aujourd'hui en France. Des franco-européens, c'est quoi ? Ce sont des gens qui sont originaires de pays européens, évidemment hors la France, donc, et notamment de l'Espagne, de l'Italie et du Portugal. On a à peu près 6 ou 7 millions de Français qui viennent du monde arabe, essentiellement du Maghreb, mais pas seulement. Et il y a plutôt 4 ou 5 millions de Français, quand on prend les mêmes générations, qui viennent d'Europe. Quand on regarde l'économie, ce qui est très frappant sur l'économie, c'est que le Qatar n'est pas en train de racheter la France. C'est même ça, Roger Kuckerman, ce qui est frappant. Ce qui est très frappant, c'est que la France a des relations avec le Maghreb. 50% de plus de commerce avec le Maghreb pour la France qu'avec les pays du Golfe. L'autre chose qui est très frappante, c'est le très faible tissu de relations économiques entre la France et Israël. On est à 2 milliards d'euros d'échanges, quand les Américains sont à 38. Pourtant, on estime à 200 000 personnes vivant en Israël, des franco-israéliens de première, deuxième génération. Donc il y a un tissu humain qui est très fort. Pourtant, il y a des échanges économiques qui sont très faibles. Ça, c'est un sujet. Mais je vous parlais du Golfe. Le Golfe, on fait peu de commerce avec le Golfe, en fait. C'est la grande surprise de l'enquête qu'on a menée. Pourtant, on a l'impression qu'effectivement, le Qatar rachète la France. Alors, le Qatar a racheté le PSG, le Qatar a 2-3% dans effectivement quelques grandes entreprises françaises, mais il y a peu de commerce avec le Qatar et avec le Golfe en général. Et pourquoi on a ce sentiment inverse ? Mais parce que ce ne sont que des grands contrats. Que des grands contrats politiques, que des grands contrats d'armement aéronautique. Et puis, on vit aussi avec l'idée que la France se fournit avec le pétrole du Golfe. En 1973, c'était vrai, parce qu'il y avait 85% du pétrole français qui venait du Golfe. Aujourd'hui, on a 25%. Et puis 10% en Algérie. La France ne dépend plus du Golfe. Elle dépend plus de l'Afrique comme source d'approvisionnement énergétique que du Golfe. Et pourquoi on s'est posé cette question-là ? Parce qu'on s'est posé peut-être la même question que vous. Est-ce que l'on dépend du monde arabe ? Et notamment, est-ce que l'on dépend du Golfe ? Et est-ce que c'est parce qu'on dépend du Golfe qu'on a telle ou telle politique ? La réponse, c'est que, mis à part dans un secteur, on ne dépend pas du Golfe. On ne dépend pas du Golfe pour l'énergie. On ne dépend pas du Golfe, en fait, pour rien, un petit peu pour l'aéronautique. Le seul sujet où on a une dépendance, c'est la question militaire. Et encore, c'est 50% des prises de commandes à l'export pour la France, le Golfe, et notamment l'Arabie Saoudite. Mais c'est pas vraiment, en Arabie Saoudite notamment, c'est pas des matériels sensibles. Ceux avec qui on a des vraies relations militaires profondes, parce qu'on leur vend des matériels sensibles, c'est le Qatar. C'est les 36 Rafales, puisqu'on en est à 36 aujourd'hui. C'est aussi les Émirats, parce que on a une base militaire avec eux. Finalement, avec les Saoudiens, on n'a jamais réussi. C'est pas parce qu'on voulait pas, mais on n'a jamais réussi à leur vendre vraiment de l'équipement militaire, non seulement de pointe, mais très important pour leur sécurité. Bon. Et puis à l'inverse, quand on regarde ce que pèse la France pour ces pays-là, en fait, on voit qu'on pèse rien. Bon, en matière pétrolière, c'est 1% de leurs exportations. Je ne sais pas si vous savez que le Golfe aujourd'hui, ses clients, ils ne sont qu'asiatiques. C'est la Chine, c'est l'Inde, c'est la Corée, c'est le Japon. C'est les 3/4 des exportations aujourd'hui du Golfe Persique. En matière énergétique, dont j'en ai dit un mot, et puis en matière politique, d'une certaine manière, finalement, la France continue à jouer un rôle de second plan, voire de troisième plan dans la région. Le retour en force des États-Unis
du côté du Golfe, après la période Obama ayant tenté d'avoir une position équilibrée entre les États-Unis, entre l'Iran, et l'Arabie Saoudite, a remis la balance du côté de l'Arabie Saoudite, a fait bouger la France, contrairement à ce qu'on dit. Déclaration récente du président Macron sur les sanctions liées au programme balistique iranien sont liées très probablement aux évolutions brutales de la position américaine. Et la France qui essaye de reprendre sa position traditionnelle en fait dans le monde arabe d'honnête broker, d'intermédiaire, à la fois parce qu'elle considère que peut-être que ça correspond aux besoins de la région, mais aussi parce que c'est une façon pour la France de jouer dans la catégorie au-dessus. On n'a pas les moyens militaires ni économiques de peser dans la région. Par contre, on a parfois des moyens diplomatiques. Dominique de Villepin l'avait théorisé très bien. Donc Emmanuel Macron va essayer de reprendre ce flambeau-là et on va voir s'il est réussi. Jusqu'à présent, on ne peut pas dire que ce soit un grand succès. Il faut dire qu'on est passé tellement brutalement d'une volonté de médiation, je parle, ou d'équilibre dans la région, à une volonté de prise de position américaine, saoudienne, etc., que c'est compliqué d'avoir des positions intermédiaires. Voilà. Merci. Merci pour la précision de la réponse. Cher Antoine, est-ce que vous partagez le constat du déclin de l'influence politique, culturelle, économique, finalement, de la France au Proche et au Moyen-Orient? Quel jugement en avez-vous? Bonsoir à toutes et à tous. Pour parler de la politique arabe de la France ou la politique vers le monde arabe, encore faut-il qu'il y ait un monde arabe. Roger Kuckerman l'a dit, les Arabes se sont entendus pour qu'ils ne s'entendent pas. Mais ça date depuis le XIe siècle. Ce n'est pas nouveau. Chaque fois qu'on me demande un conseil sur le monde arabe, parce qu'ils y vont, parce qu'ils veulent y aller, je commence par leur dire, moi contre mon frère, moi et mon frère contre mon cousin, mais moi, mon frère et mon cousin contre l'étranger. La France a un passé dans cet espace qu'on appelait arabe, mais depuis, on a réduit le monde arabe à un gâteau coupé en régions. On parle du Maghreb, on parle du Moyen-Orient, on parle de la vallée du Nil et on parle du Proche-Orient. Le Proche-Orient, c'est le Levant dans la diplomatie française. La France a des engagements, non pas de colonisation seulement au Maghreb, mais de mandat A, essentiellement dans le Proche-Orient, dans le Levant. La France a signé avec l'Empire ottoman de Soleiman le Magnifique le traité de capitulation qui la rend, aux yeux de l'Empire ottoman, responsable de toutes les minorités ethniques et religieuses dans la région. Et pas seulement, comme je l'entends depuis maintenant 3 ans, des chrétiens d'Orient, comme s'il s'agissait, pardonnez-moi, mais quasiment des crevettes à l'armoricaine. Les chrétiens en Orient sont quand même plus anciens que l'islam. Les chrétiens en terre d'islam sont devenus une minorité, mais au Proche-Orient, tout le monde est minoritaire. Tout le monde. C'est une mosaïque. Les chrétiens eux-mêmes sont au nombre de 11, mais à condition qu'on ne compte pas les protestants, qui sont à part. La communauté juive, qui est à part. Les juifs sont au Proche-Orient. C'est ça ce qui m'énerve dans l'appellation. En général, on dit les séfarades, les ashkénazes, etc. Mais il y a les sabras. Dans tous les pays du Proche-Orient, bien entendu, depuis le XVe siècle du Maghreb, il y avait des communautés juives importantes. Non pas importantes par le nombre, mais importantes par leur présence. Encore une fois, malheureusement, la France, depuis un certain temps, avait soi-disant
définit une politique arabe de la France. Nous parlons avec tout le monde. Et ça a marché. L'Algérien ne parlait pas avec le Marocain, il passait par la France. Le Libanais ne voulait plus parler avec les Syriens, il passait par la France. Israéliens et Palestiniens ne se parlaient pas encore, je parle avant Oslo, on passait par la France. L'Égyptien et les Soudanais ne se parlent toujours pas, on passait par la France. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Et puis un jour, en 2005, par loyauté amicale, par tristesse, le président Chirac a pris position. Il a accusé nommément Bachar el-Assad d'avoir commandité l'assassinat de M. Rafi el-Hariri. Peut-être a-t-il raison, peut-être, sans doute a-t-il raison. C'est pas ça le problème. Le problème, tu n'accuses pas en tant que chef d'État un autre chef d'État avant même que l'enquête ne commence. D'autant que l'enquête qui commence maintenant à donner quelques résultats n'est pas très sûre véritablement. C'est vrai que la situation est complexe aujourd'hui parce qu'il y a des éléments qui sont arrivés de nouveau. Après les régions, on a divisé les pays. On a divisé les pays, on reparle des Berbères de plus en plus, des Kabyles de plus en plus. L'Irak n'est plus un État unifié, c'est un État peu ou prou fédéral. Au Liban, on me dit on s'embrasse sur la bouche à Beyrouth. Oui, mais ça fait depuis 6000 ans qu'on s'embrasse sur la bouche pour signer des contrats. Mais où est-ce que dorment les Libanais? Chacun chez soi, qu'on le veuille ou non. Je crois que ça suffit d'être hypocrite. D'un côté comme de l'autre, du côté occidental, où on ne reconnaît pas ses responsabilités dans ce qui se passe actuellement, malheureusement, l'hypocrisie, depuis plus d'un siècle, est là, un acteur essentiel de la situation. Alors, oui, aujourd'hui, il semble qu'il y ait une rectification du tir. Tout d'un coup, on s'intéresse à l'Arabie et au Qatar de nouveau. On envoie un médiateur. Ça, c'est nouveau. Le médiateur semble-t-il, l'ambassadeur Besancenot, qui a passé 8 ans en Arabie, 4 ans au Qatar, a obtenu quelques résultats. On ne les connaît pas en détail, mais il semble bien qu'il y ait une sorte de volonté maintenant de ne pas faire croître la tension dans la péninsule arabique. Mais c'est oublié aussi que, et Roger l'a rappelé très justement, que si aujourd'hui nous assistons à une puissance incontournable désormais qui est l'Iran, c'est parce que tout simplement les États-Unis ont donné l'Irak à l'Iran en 2003, qu'on le veuille ou non. Jamais l'Iran n'aurait pu faire cet arc que notre presse appelle chiite, et que j'appelle tout simplement l'arc perse, car nous sommes en train de vivre aujourd'hui le retour des empires. L'empire perse, l'empire ottoman, qui semble être mal en point, mais enfin il y est. Il est là, la volonté est là, et bien entendu, l'empire russe. Personne n'en parle. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non aussi, les Russes, et notamment M. Poutine, a été plébiscité, notamment par ces chrétiens d'Orient, crevettes armoricaines, etc., aux États-Unis. Et je ne parle pas des orthodoxes seulement, mais de tous les chrétiens, les 11 communautés chrétiennes l'ont plébiscité. Et il ne faut pas l'oublier non plus. Alors, tout le monde va me dire, oui, mais enfin, il y a l'impérialisme américain qui est plus fort et tout. On est bien d'accord. Dans la course stratégique, il y a un seul acteur, il n'y en a pas deux.
Donc on est bien d'accord, M. Trump peut faire ce qu'il veut dans cette course stratégique. Mais qu'on le veuille ou non aussi, il y a une cour où nous sommes très, très, très demandés. Je veux parler de la cour culturelle. Quand est-ce qu'on va comprendre qu'en construisant des écoles, qu'en construisant des collèges, qu'en construisant des lycées, des universités, et on en a des exemples tous les jours, partout, eh bien, automatiquement, nous fabriquons des républicains. Et des républicains plutôt laïques et tout, etc. Bien entendu, il y a le problème de cet État islamique autoproclamé qu'on a appelé de l'acronyme qu'ils ont choisi eux-mêmes. C'est une sorte de reconnaissance. Ce sont des terroristes. Oh, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Faux, mesdames et messieurs. Relisez quand même le Coran. Relisez le Coran non pas pour ostraciser, loin de là, mais pour se rendre compte que nous, journalistes, souvent, nous n'aimons pas les trains qui arrivent à l'heure. Et lorsque vous avez des Hakim Akraoui, des Ghaleb Bencher et d'autres, etc., qui luttent de l'intérieur contre cette vision, lorsque vous avez le roi du Maroc qui, le 23 août dernier, a fait un discours extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, qui lui ostracise les extrêmes, etc., et que la presse n'en parle même pas. Ça, c'est dangereux. Non seulement c'est dangereux, mais ça va à l'encontre d'une véritable politique construite vis-à-vis de cette région du monde. On attend beaucoup. Je n'ai jamais vu, même du temps de Nasser, une telle demande de France dans cette région. Jamais. Il y a une demande, mais qui se termine toujours par « mais que peut faire la France ?» Elle est dans un camp contre un autre. C'est quoi l'autre? Bien entendu, il y a cette lecture maintenant confessionnelle. 85% des musulmans dans le monde appartiennent à la communauté sunnite. Mais la majorité appartiennent à ces écoles juridiques et théologiques, notamment les malékites qui nous viennent du Maghreb, avec le delta du Nil, qui sont des citoyens de certains pays qui vivent leur islam dans une quiété, dans une piété, dans une tranquillité qui est une réalité de tous les jours, qu'on le veuille ou non. Ça ne veut pas dire que les extrêmes n'existent pas, bien entendu. Ils sont là, ils sont à nos portes. En quoi cela influe la politique arabe de la France aujourd'hui? Il semble que la France veuille de plus en plus jouer les modérateurs, reparler avec tout le monde. Les chiites en islam représentent juste 13%. N'oublions pas que depuis 1979, il y a un Vatican chiite, alors qu'on croyait que le Vatican sunnite, c'était l'Arabie saoudite. L'Arabie, aujourd'hui, est contestée. Je vais vous demander de conclure, Antoine, pour oui, mais j'essaie quand même de montrer les paliers. Je comprends. Voilà. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'Arabie saoudite est contestée par un retour de l'Égypte sur la scène arabe. Là aussi, il faut le constater. L'Égypte est contestée par le fait que le roi du Maroc, le commandeur des croyants, n'a plus cette autorité limitée à la frontière marocaine. Bien au contraire, ce qu'il dit aujourd'hui est écouté au-delà des frontières marocaines. Ça aussi, c'est nouveau. Et ce qui est, à mon humble avis, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, la France a la chance de pouvoir, à l'intérieur de cet espace arabe, y compris la Turquie et l'Iran,
d'agir, d'autant qu'en Iran, actuellement, il y a énormément de divisions, que dans les autres pays, en Turquie, il y a de plus en plus de divisions, et puis dans les pays dits arabes, c'est-à-dire qui sont des arabisés pour la plupart, aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pensait, ne sont plus uniquement anti-israéliens. C'est nouveau. Je reviens d'un voyage de 15 jours à Israël. J'ai vu plein d'Arabes israéliens, de Palestiniens des territoires, qui ne veulent pas entendre parler d'aller dans un endroit où ils vont être moins protégés socialement, moins protégés médicalement. Ça aussi, arrêtons d'être hypocrites là-dedans. Il y a les idéologies, Hakim l'a rappelé, il y a aussi la vie quotidienne. Et cette vie quotidienne est beaucoup plus grise que noire ou blanche. Que faire? Personnellement, je continue à dire, s'il nous faut rebâtir une politique arabe de la France, je suis totalement pour, mais pas seulement arabe, proche-oriental, maghrébin, en même temps, mais notre cheval de bataille, c'est la culture. Et c'est la culture où nous pouvons être numéro un. Alors ça fait sourire beaucoup de gens. Je vous rappelle quand même que la culture comprend l'identitaire, le politique et l'économique. Merci. Merci Antoine. Je vais passer la parole à Frédéric. Je pense qu'on reviendra sur effectivement cette problématique culturelle à travers notamment les mutations du monde arabe sur lequel je demanderai à Hakim d'intervenir. Alors Frédéric, est-ce que la faiblesse finalement de la position française au Proche et au Moyen-Orient ne vient-elle pas du fait qu'elle a voulu toujours avec prudence parler à tous sans véritablement faire de choix? L'administration américaine a fait un choix clair depuis quelques années. Est-ce que vous pensez que la France a les moyens de son ambition au Proche et au Moyen-Orient? Doit-elle parler avec l'Iran, avec l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, ou doit-elle faire un vrai choix de politique en choisissant tel ou tel centre de pouvoir? Merci. Je ne suis pas d'accord avec le présupposé de la faiblesse de la France au Proche et au Moyen-Orient, y compris au Sahel. Aujourd'hui, au Quai et au ministère de la Défense, on ne parle plus du Proche-Orient, on ne parle plus du Moyen-Orient, on parle de ce fameux arc de crise qui va de la Mauritanie jusqu'au Pakistan, sinon plus loin. Donc ça, c'est le premier point. Je pense et je constate que ces derniers mois en particulier, il y a de nouveau une poussée extrêmement forte de cette puissance qui est une grande puissance pauvre. La Grande-Bretagne est une grande puissance pauvre. La Russie est une grande puissance pauvre. On peut faire beaucoup de choses, mais beaucoup moins que l'unique grande puissance riche qui existe encore aujourd'hui, c'est-à-dire les États-Unis. La Chine n'est pas une grande puissance riche, elle l'est localement. On verra plus tard. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule grande puissance riche, ce sont les États-Unis. De ce point de vue-là, la France correspond, me semble-t-il bien, à cette définition de la puissance que j'aime bien rappeler. La puissance, c'est faire faire, c'est empêcher de faire, et c'est refuser de faire. Eh bien, au Mali, il y a quelques années de cela, la France a été la seule grande puissance. D'abord, les Américains, ça les intéressait pas. Obama ne voulait pas y aller, et il n'y est pas allé. Il nous a fourni du kérosène, c'est très gentil, mais d'autres auraient pu nous en fournir aussi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la France a été le seul État à rester debout lors de la fameuse crise des gaz neurotoxiques syriennes en août et en septembre 2013. Et on a vu après cette crise où Obama finalement s'est assis sur sa propre ligne rouge puisqu'il avait promis de frapper Assad si celui-ci utilisait des armes prohibées, et il n'a que comme arme prohibée du gaz neurotoxique. Il l'a fait, il a menacé, et il n'y est pas allé. Le seul qui voulait à l'époque y aller, et les chasseurs bombardiers français étaient prépositionnés, c'était François Hollande et c'était la France. Et de ce point de vue-là, il y a, c'est pas moi qu'il faut applaudir, c'est la France. De ce point de vue-là, mais c'est très gentil quand même, de ce point de vue-là, il y a aujourd'hui dans l'ensemble du Maghreb et du Sahel, ce qu'on appelle la bande sahélo-saharienne, une seule vraie grande puissance militaire, c'est la France. En Syrie et en Irak, nous sommes secondaires derrière, en Syrie notamment derrière les Russes, merci Monsieur Obama, parce que je rappelle qu'avant cette fameuse crise que j'évoquais il y a un instant, il n'y avait en Syrie aucun chasseur bombardier russe.
Aucun, vous m'entendez? Aucun. Or, la nature, la géopolitique comme la nature, a horreur du vide. Vous vous retirez, d'autres viennent. C'est le b.a.-ba de la géopolitique. Donc, de ce point de vue-là, Proche, Moyen-Orient, bande sahélo-saharienne, je constate très objectivement une volonté, et là le terme que vous avez employé est intéressant, une volonté de retour, et je suis d'accord avec Antoine, il y a aussi une volonté de voir la France s'impliquer au regard d'ailleurs, et j'allais dire au prorata, au regard d'un retrait relatif américain avec Obama pendant 8 ans, de cette région, je dis bien relatif, hein, et au regard de la perte de crédibilité catastrophique de l'actuelle présidence, donc des États-Unis. Et de ce point de vue-là aussi, il y a une place diplomatique, il y a une place militaire, il y a une place économique pour la France dans la région. Et j'ai le sentiment que le nouveau président la joue à fond, cet interstice, en tout cas cette possibilité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la politique arabe de la France, il y a une dizaine d'années de cela, l'un de mes enseignements que je fais en binôme avec chaque année à Sciences Po, avec un jeune frais émoulu du Quai d'Orsay. Chaque année, on m'en envoie un autre. Et alors là, comme chaque année, je dis alors, comment ça se passe, la politique arabe de la France. Il y a une dizaine d'années, pour la première fois, le gamin, il avait 24 ans, 25 ans, quoi. Il m'a regardé, en me disant pas, mais en pensant vieux schnock. J'ai pas dit vieux schmock, hein. Non, s'il vous plaît. Et en gros, il m'a dit, mais vous savez, cher monsieur, alors la honte, cher monsieur, je suis pas très très vieux quand même, hein, mais dit, mais ça, c'est comme l'Afrique des Grands Lacs, ça n'existe plus. Et à l'époque, je trouvais ça un peu prématuré. Eh bien, il avait raison. Au Quai et à la Défense, on ne parle plus de la politique arabe de la France pour une raison très simple. C'est que, comme l'a très bien dit Antoine, c'était son premier mot, je crois, il faut pour ça qu'il y ait un monde arabe. Il y a bien sûr un monde arabe sur le plan culturel, bien entendu. Il y a un monde arabe dans d'autres dimensions, certainement plus sur le plan géopolitique. Le cache-sexe des divisions très graves qu'il y avait déjà à l'époque de la prétendue unité du monde arabe, vous savez très bien ce que c'est, c'était la cause palestinienne. Et les Palestiniens, d'ailleurs, le savent très bien et n'y ont jamais cru un seul mot. Mais il y avait au moins ce ciment fédérateur lors de ce que j'ai appelé le moment arabe. Car il y a eu un moment arabe dans l'histoire, pour la première fois, vraisemblablement, effectivement, depuis le XIIe, XIIIe siècle. Ça a été... Allez, 73-91, je le fais très court. C'est des dates d'ailleurs sur lesquelles on pourrait discuter et débattre. 73 parce que le choc pétrolier, pour la première fois, une partie importante, pas toute, mais une partie importante du monde arabe, dispose d'un levier géopolitique avec un pétrole cher qui lui permettait, en s'unifiant un peu, de jouer un rôle d'acteur dans les relations internationales, ce qui franchement jusque-là n'avait pas été le cas. Et pourquoi je ferme ce moment de puissance arabe en 91 ? Mais c'est contestable. Bien sûr, c'est l'Irak et le Koweït. Hein. Donc l'Irak, pays frère, attaque un pays frère qui est le Koweït. Ils sont tous les deux arabes, musulmans, sunnites. Et qui va libérer le Koweït ? Certainement pas les États arabes, même si certains fournissent des contingents. C'est évidemment, comme d'habitude, les Occidentaux et notamment les Américains. Et depuis, je constate que crise après crise, ce sont des Occidentaux ou aujourd'hui des Russes, des Turcs et des Iraniens qui règlent, bien ou mal d'ailleurs, hein, en général pas très bien, les questions liées au monde arabe. Regardez qui sont les 3 États parrains de la future, enfin de l'après-guerre en Syrie, en tout cas autoproclamés parrains, mais n'empêche que personne aujourd'hui n'a la volonté ou la capacité de les en empêcher. C'est la Russie, la Turquie et l'Iran, 3 pays arabes bien connus pour leur arabité légendaire et ancestrale. Ça signifie une chose très claire, c'est que depuis au moins 1991 et l'effondrement de la Somalie, qui fait partie de la Ligue arabe, je vous le rappelle. La Somalie en 91, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir maintenant, mais qui est depuis un État failli, un État effondré, comme on dit en géopolitique, la Somalie n'existe plus, en tout cas n'existe plus comme puissance, ça c'est une certitude. Après vous avez eu 2003 effectivement l'effondrement de l'Irak par l'intervention américaine. On pourrait d'ailleurs la faire remonter à 91 avec l'affaiblissement de la capacité militaire de l'Irak. Ensuite 2011, le Soudan. Le Soudan perd le sud, c'est-à-dire les populations non arabes et non musulmanes, mais perd aussi le pétrole. Et 2011, c'est évidemment là le printemps arabe avec la cascade de fragilisation et ou de chute de régime politique et parfois littéralement d'État. Aujourd'hui, est-ce que le Yémen peut réellement, sérieusement être considéré, tiens, nous sommes au CRIF, comme un ennemi d'Israël ? C'est simplement ridicule de le dire, car c'est tout simplement pas un ennemi, car ce n'est pas un État. Ce n'est plus un État. Est-ce que la Libye aujourd'hui peut être considérée comme un État dangereux, autant d'ailleurs pour Israël que pour l'Occident, la France, que sais-je encore ? La réponse est non. L'Égypte aujourd'hui, dont l'armée est la plus puissante et la plus nombreuse du monde arabe,
ne parvient pas à maintenir le calme et son contrôle en réalité sur une partie, la partie notamment septentrionale de la péninsule du Sinaï, c'est quand même pas immense. Et on a une armée qui est standardisée sur l'armée américaine depuis Camp David de 79. Et je vous passe l'Irak, Antoine en a parlé, je vous passe la Syrie, qui à mon avis, je peux tout à fait me tromper, ne sera plus jamais la Syrie comme le Yémen, d'ailleurs comme la Libye, qu'on a connue sur nos cartes d'Air France ou dans nos bouquins d'histoire géo. Et aujourd'hui, les États arabes qui tiennent encore debout, accusent des faiblesses ou des retards institutionnels ou économiques, technologiques, je vous en parle même pas, parce que alors là, c'est vraiment la gabegie, là, hein, y compris par rapport à certains coins d'Afrique subsaharienne. Oresco Reference, dans le monde arabe, qui ne permet pas aujourd'hui de considérer qu'il y a un monde arabe géopolitiquement uni. Je vous passe également la guerre froide, de moins en moins froide, très violente, qui prévaut entre Arabie Saoudite et Iran avec les alliés respectifs. Et du coup, j'essaye de répondre en 2 mots à la question, la France dans tout ça, la politique arabe de la France, aujourd'hui, on ne peut pas considérer qu'elle existe encore comme telle. Il y a bien sûr une politique de la France vis-à-vis du Maroc. Il y a une politique de la France vis-à-vis de l'Algérie. Je ne vais pas tous vous les faire, il y en a 22. Mais au fond, je dirais que c'est beaucoup plus sain, quelque part. On travaille en bilatéral. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer, vous Français, vous Marocains, nous Français, nous Marocains? Est-ce que vous êtes réellement gênés par ce qu'on va faire comme business avec l'Algérie si vous êtes Marocain et vice-versa? Et en fonction de nos intérêts français bien compris, on décide, et en fonction de la demande d'un certain nombre d'États, si certains États veulent des rafales et qu'ils sont solvables, on leur vend, quel que soit leur position vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis du reste du monde arabe, vis-à-vis de la planète Mars. C'est ça la nouveauté. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et je pense que la France a réussi à prendre... on est encore au début d'un phénomène. Donc, j'ai d'une évolution géopolitique. Mais moi, je pense qu'au regard des dernières évolutions, et ça a commencé avec Sarkozy-Hollande, mais aujourd'hui, on est, je crois, réellement dans la volonté de trancher. Quand on a entendu, il y a quelques jours de cela, le président Macron à Ouagadougou dire « Mais attendez, vous voulez que je vous parle de la politique africaine de la France ?» Eh bien, il n'y en a plus. Il n'y a pas de politique. Alors là, c'était une problématique morale. Il voulait dire qu'il n'y a plus de France-Afrique et que maintenant, on allait rester amis. On allait bien évidemment être coopérés, mais sans qu'il y ait une représentation lacostienne d'un monde africain francophone dont la France serait, comme d'habitude, là, le papa au sens paternaliste du terme. Eh bien, moi, je considère, très objectivement, je peux me tromper, mais c'est mon constat depuis un certain nombre d'années, et c'est manifestement le constat qu'on fait au Quai à la Défense, qu'il n'y a plus cette fameuse politique arabe de la France qui avait été voulue par De Gaulle, ce qui à l'époque était extrêmement intelligent et intelligible du point de vue géopolitique pour des raisons qui ont été très bien rappelées. Mais aujourd'hui, puisqu'on ne peut plus avoir affaire à une espèce de bloc, en quelque sorte, au sein duquel chaque membre peut exercer des pressions au cas où la France ferait du business avec Israël, aujourd'hui, c'est simplement grotesque de l'imaginer. Ça n'existe plus. Et depuis longtemps, ça n'existe plus. Donc, eh bien, on fait du business avec chaque État qui veut et qui peut en faire. Et mon dernier mot est le suivant. Autant le monde arabe, au sens géopolitique du terme, s'est littéralement affaissé, sinon effondré ces dernières années. Il faudra d'ailleurs aussi évoquer effectivement la montée du clanisme et du tribalisme et l'affaissement, malheureusement à mes yeux, de l'idée nationale, de la notion de Watan, je parle sous ton contrôle, de l'idée nationale. Eh bien, parallèlement à cet effondrement, on a une montée en puissance économique, technologique et diplomatique. Et diplomatique d'Israël. Ne fantasmons pas l'isolement d'Israël et diplomatique d'Israël qui intéresse aujourd'hui un pays comme la France. Au ministère de la Défense, je peux vous dire, et je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je le fréquente assidûment, ce ministère, je peux vous dire que les drones israéliens, ils nous intéressent. Pourquoi ils nous intéressent? 1, parce qu'on n'en fait pas, encore une fois on est à la bourre, et 2, parce qu'on n'a pas envie d'acheter américain. Alors s'il n'y a pas américain, il y a israélien, c'est tout. Donc on est là sur quelque chose d'assez nouveau, d'accord, et ça se traduit quand même dans un comportement qui, ces dernières années, a été, je ne parle pas de l'UNESCO, c'est marginal l'UNESCO, qui a été au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale, parfois plus pondéré que naguère, que dans les années 70 et 80. Et je pense que cette évolution devrait vraisemblablement se poursuivre, notamment par ce qu'a dit tout à l'heure, l'une des choses intéressantes qu'a dit Hakim, c'est-à-dire l'effondrement, non seulement du prix du baril de brut, mais surtout, les possibilités de s'approvisionner ailleurs, et non seulement les possibilités, mais la déjà réalité selon laquelle la France s'approvisionne en pétrole ailleurs, et évidemment ailleurs, que dans le monde arabe. Merci. Merci. Je passe...
Merci pour ce panorama extrêmement clair. Alors Hakim, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il n'y a plus de politique arabe ou pas de politique arabe et que finalement elle se résumerait à des arrangements bilatéraux, ou bien vous pensez qu'il y en a une ou qu'elle est à développer, et notamment comment la France peut accompagner les mutations du monde arabe que vous décrivez dans votre étude? Merci. Alors je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. D'accord parce que évidemment qu'il n'y a pas de monde arabe. Le monde arabe, c'est une unité culturelle, c'est une désunion politique, et ça vient du profond des sociétés arabes. Le clanisme ou le tribalisme dont on parle, c'est l'organisation même des sociétés arabes, et ça existe partout depuis toujours. Enfin depuis toujours, oui. C'est la famille arabe qui est structurée comme ça. Bon. Donc, d'une certaine manière, c'est un état de fait. Quand on dit qu'il n'y a pas de politique arabe, du coup, en fait, je ne suis pas du tout d'accord. D'abord parce qu'on a une politique maghrébine. En fait, on a une politique qui est liée à notre géographie. On a une politique maghrébine qui est une politique de sécurité. Parce que le Maghreb, c'est notre étranger proche, et il fallait évidemment favoriser la stabilisation des pays du Maghreb. Ensuite, on a eu une politique économique avec les pays du Golfe, en essayant de développer nos échanges. Et je vous ai dit qu'on y a apparemment réussi. Et puis avec le Levant, on faisait de la grande politique, d'abord parce que c'était un lieu de crise, et puis parce qu'il fallait affirmer des valeurs, des droits de l'homme, etc. Bon. Aujourd'hui, ça marche plus depuis 2011, parce qu'on s'est retrouvé en contradiction avec notre discours et nos valeurs, notamment au Maghreb. Mais quand je dis qu'il faut une politique arabe, en fait, il faut complètement repenser la politique arabe. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est la très grande transformation du monde arabe. On a l'image d'un monde arabe comme un monde d'arriération, où les femmes étaient plus libres il y a 30 ans, il y a 50 ans qu'aujourd'hui, où la dynamique politique était finalement, la dynamique nationale par exemple, était plus forte. Moi je pense que c'est exactement l'inverse qui se passe. Le monde arabe est en train de se moderniser à une vitesse incroyable. Il suit d'ailleurs le monde iranien. Je vous rappelle que la plus rapide transformation démographique de l'histoire, elle s'est faite sous l'ayatollah Khomeini. Il se passe exactement la même chose partout dans le monde arabe. Partout dans le monde arabe, il y a plus de femmes que d'hommes à l'université. Partout dans le monde arabe, les femmes se marient aujourd'hui entre 25, 26 et 27 ans, l'âge moyen. Du coup, l'âge moyen au premier enfant a été incroyablement reculé. Pourquoi ? Parce qu'elles ont accès à l'éducation. Elles sont aujourd'hui, les filles sont plus éduquées que leur père. Demain, les femmes vont être plus éduquées que leur mari. Dans un monde qui est fondé sur l'inégalité entre les hommes et les femmes, dans un monde où l'accès à l'éducation est, disons, assez nouveau, et puis dans un monde aussi qui maintenant est totalement ouvert sur le reste du monde. En Arabie Saoudite, on a le taux de comptes Facebook par habitant le plus élevé du monde. On a aussi le nombre d'obèses par habitant le plus élevé du monde. On a une société qui est en train de se transformer à une vitesse extraordinaire, avec du coup des fractures. Les gens savent parfaitement ce qui se passe dans le monde. Ils sont dans une société complètement bloquée, même si elle commence à bouger un petit peu, avec un niveau culturel qui est en train de s'élever de façon très rapide, même si l'accès au brevet, on en est encore très très loin. Du coup, on est dans un monde qui est en train de bouger, de muter. Et cette mutation, elle crée de l'instabilité politique. Une extraordinaire instabilité politique. Du coup, la politique arabe de la France, c'est quoi ? C'est gérer ses intérêts. Gérer ses intérêts et regarder où est-ce qu'elle est engagée. La France est engagée au Maghreb. Elle est engagée au Maghreb à cause de la proximité. Elle est engagée au Maghreb du fait des franco-maghrébins. Elle est engagée au Maghreb à cause des liens culturels et idéologiques qu'elle a avec le Maghreb. Les Maghrébins parlent français beaucoup moins qu'avant. Un tiers des Algériens, des Marocains, la moitié des Tunisiens. Mais en même temps, les idées françaises résonnent toujours au Maghreb. Et puis surtout, ce qui est nouveau, c'est que maintenant, ce sont les idées arabes et musulmanes qui résonnent en France. Du coup, la politique arabe de la France, c'est quoi ? C'est réduire l'incertitude. Et réduire l'incertitude, ça veut dire jouer d'abord avec le Maghreb. Parce que le Maghreb est devenu un risque français. D'une certaine manière, la France est un risque maghrébin aussi. Et donc ça veut dire repenser complètement la politique. Il ne s'agit plus d'être l'intermédiaire dans des conflits qui, d'une certaine manière, nous concernent au deuxième degré. Là, on a des conflits qui nous concernent au premier degré. Que va devenir l'islam ? Que vont devenir les musulmans de France ? Comment ils vont agir ? Comment ils vont penser ? Comment ils vont se positionner ? 100% des victimes françaises d'attentats sont liées au monde arabe. Depuis, allez, si on est optimiste, on va dire 1987. Pas 100%, 95%, il y avait encore quelques Basques et quelques Corses. Il y a le risque, la mutation, la transformation du monde arabe crée un risque en France. Du coup, il faut qu'on ait une politique arabe.
C'est absolument nécessaire. Mais cette politique, elle doit être guidée par nos intérêts. Et nos intérêts, ils sont d'abord nationaux. Donc il faut stabiliser le Maghreb, stabiliser le Maghreb, jouer la carte culturelle. C'est absolument essentiel. Et ça, il faut que le Quai d'Orsay, on parlait du Quai d'Orsay, comprenne qu'on peut financer des écoles même si on n'a plus d'argent. Tout simplement parce que la gabegie du système scolaire public dans tout le monde arabe fait que les classes moyennes sont prêtes à payer. Donc il faut développer le français. Il faut faire de l'économie, mais il faut aussi penser d'une certaine manière contre les Arabes, le monde arabe, et notamment le monde maghrébin. Le Maghreb n'existe pas, mais nous, c'est à nous de le penser. Et c'est à nous de le penser parce que c'est notre intérêt. Donc il faut le penser comme une zone de développement économique, et notamment de services. On pense toujours le Maghreb comme un lieu industriel. Non, qu'est-ce qu'on va faire avec les Maghrébins demain ? On va faire de la santé et on va gérer nos retraités à cause de la proximité culturelle. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que la politique arabe de la France, elle n'est pas morte, elle est même en plein devenir, tout simplement parce qu'elle se réinvente à cause des liens qu'il y a entre la France et le monde arabe. Ces liens, c'est plus des liens de la France vers le monde arabe, mais maintenant c'est des liens du monde arabe vers la France. Merci. Antoine, je crois que vous vouliez réagir. Je reviens donc sur l'exposé de Frédéric Ancel. Je crois que vous aviez quelques observations à y apporter. Je vous écoute. Pas seulement, mais il y a quelque chose qui me chiffonne dans ce qui a été dit d'un côté comme de l'autre. Cette insistance sur l'économique et l'intérêt. Mais nous sommes en train de vivre dans un monde de l'avoir qui est en train de l'emporter sur le monde de l'être. Est-ce que notre rôle, quel que soit le métier que nous faisons, la profession qu'on a embrassée, n'est pas de remettre aussi l'être au centre de nos préoccupations? Ça, c'est une première question, mais à laquelle je n'ai pas de réponse et de certitude péremptoire. Comment faire et tout, la culture, oui, certainement, mais pas seulement. Ça, c'est vraiment un premier questionnement. Le deuxième, la France est responsable du Maghreb, qu'on le veuille ou non, comme elle est responsable du Levant, qu'on le veuille ou non. Alors, à quoi assiste-t-on ? À un flirt indécent avec le Qatar, on l'a dit, avec l'Arabie saoudite. Il y a eu un événement qui me semble très, très, très important en Arabie récemment. Pour la première fois, un dignitaire de l'Église catholique en Orient, en terre d'islam, a été reçu par le prince héritier, alors que normalement, si on n'est pas musulman sunnite, on n'a pas le droit de rentrer en Arabie, sur le territoire saoudien. Ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est l'Arabie qui est en train de devenir tout d'un coup un État démocratique ? Bien entendu que non. Ils sont toujours de l'école wahhabite, mais il y a quelque chose qui a changé et qui est fondamental. C'est que l'Arabie n'est plus, je l'ai dit tout à l'heure, le Vatican de l'islam sunnite. Et aujourd'hui, avec le retour des empires, il faut s'attendre à des bouleversements importants. Mais ce qui est encore plus important, c'est toujours cette hypocrisie française. Je m'explique. On nous demande de construire des mosquées, des lieux de culte musulmans. Et on nous dit, mais le on étant les Saoudiens, entre autres, ou le Qatar, nous allons, vous donner l'argent. Mais je n'ai pas besoin du Qatar et de l'Arabie saoudite. Moi, je peux construire la mosquée, mais je demande une seule chose, c'est la réciprocité. Quand l'expatrié français pourra assister à la messe, à l'office, à la synagogue ou au temple, moi, je construirai des mosquées en France. Je n'ai pas besoin d'eux et de leur argent, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que ces façons de nous dire « nous allons vous donner de l'argent pour construire une mosquée » et pour la formation des imams. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la laïcité, votre congrès est sous le signe du laïque. La laïcité est battue en brèche par tout le monde. La preuve, c'est tout simplement,
aujourd'hui, nous avons au Maroc la formation des imams au premier cycle, d'accord, normal, et ensuite ils viennent avoir le deuxième cycle. Où ça? Sous prétexte de laïcité, à l'Institut catholique de Paris, Université Vaticane. Bon, attendez, on marche la tête là. Est-ce qu'on est toujours au pays de Descartes? Non. Il faut, je vous en supplie, arrêtons d'être hypocrites. Disons les choses telles qu'elles sont. La seule question valable, aujourd'hui, les musulmans sont français, ce sont nos concitoyens. Quand ils vont au bled chez eux, on leur dit, tiens, voilà le français qui arrive. Quand ils viennent ici, nous, on leur dit, tiens, voilà l'arabe qui arrive. Nous sommes en train de pratiquer quasiment une opération de déstructuration, pas seulement identitaire. Je vais plus loin aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train d'éviter. Aucun homme politique, aucun, n'a osé poser la vraie question. Est-ce qu'on doit accepter l'islam ou on doit intégrer nos concitoyens français de confession musulmane? C'est ça la vraie question. L'islam se présente comme un système global. La République se présente comme un système global. On ne peut pas les marier. C'est comme si vous demandiez à la République de devenir monarchie. On est exactement disons, alors que 90% au moins de nos concitoyens de confession musulmane ont fait leur choix dans une sérénité totale. Le monde des affaires en est plein. Le monde de l'université, le monde de l'école, le monde des collèges. On a intégré, et la République continue à intégrer. Mais au moins, reconnaissons les choses et disons les choses. Ne déroulons pas le tapis rouge, tout simplement, à tous ceux qui cherchent, sans être français, à victimiser les musulmans en France. Avoir le courage de ne plus être hypocrite, comme on l'a été. Comme on l'a été en 1974, comme on l'a été en 82. Disons les choses telles qu'elles sont. La vérité, même si elle est dure à avaler, elle est quand même plus acceptable que les mensonges répétés. Merci. Merci beaucoup. Frédéric, je pense que vous vouliez réagir. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Hakim. Il faut qu'il y ait une politique arabe de la France. Tu dis il faut qu'il y en ait une. Moi je te dis il n'y en a pas. Nuance. Il faut qu'il y en ait une. À l'avenir, il y en aura une, tu dis. Mais je veux bien. Je n'attends que de voir. Je constate simplement que tu considères à juste titre et en bon géographe que nous avons au moins 3 politiques différentes sur 3, on va dire, 3, c'est pas 3 blocs, mais 3 régions, 3 zones arabes extrêmement différentes. Donc, c'est déjà pas une politique arabe de la France. Au Maghreb, l'Union pour la Méditerranée a totalement échoué. Je suis désolé. Il y avait un processus de Barcelone, puis un UPM qui a échoué. D'ailleurs, pas à cause de la France, d'ailleurs. À cause à la fois de Mme Merkel, qui ne voulait absolument pas, lorsque M. Sarkozy a décidé de retenter un Barcelone en quelque sorte, elle ne voulait absolument pas du tout laisser la France devenir en quelque sorte la seule vraie puissance importante des 3+3. Et elle y a mis l'intégralité de l'Europe, et bien évidemment, les États arabes du Maghreb se sont retrouvés écrasés sous une masse européenne, et ça n'a pas fonctionné. Mais ça ne fonctionne pas aussi parce que, je le répète, mais ici tout le monde le sait, entre l'Algérie et le Maroc, on est à couteau tiré. La frontière est fermée. Il y a eu à plusieurs reprises des coups de feu ces dernières décennies. Il a fallu à chaque fois que la France et les États-Unis interviennent pour que ça se tasse un tout petit peu. On peut très difficilement bâtir une politique qu'on va appeler maghrébine avec 2 voisins, 2 frères ennemis qui sont aussi virulents. Quant à la Tunisie, moi j'ai constaté avec une vraie peine que lorsque le président tunisien, il y a un an et demi, est venu à l'Élysée demander une aide du président de la République française, il est reparti avec 8 millions d'euros. C'est même pas de l'aumône, c'est pire
impitoyable. Ça, c'est de l'obol. Ça signifie quoi? Ça signifie que, pardon, hein, moi je le regrette comme toi, mais je crois malheureusement pouvoir constater que même spécifiquement dans cette région qui effectivement est très proche et dont nous sommes, et bien sûr à laquelle nous sommes intrinsèquement liés, il n'y a pas en tout cas, allez, on va dire, de politique, me semble-t-il, cohérente. Au Levant, à part défendre M. Hariri lorsqu'il est captif des Saoudiens, je ne vois pas aujourd'hui quelle a été la politique de la France dans un Levant qui d'ailleurs qu'il ne faut plus appeler comme ça parce que ce n'est pas une région cohérente d'un point de vue ni épistémologique ni géopolitique. À la limite, il reste le Golfe. Et le Golfe, et je vais faire de la peine à tout le monde parce que nous sommes tous des grands humanistes ici, à commencer par Antoine, et je le dis sans aucune ironie. Écoutez, nous avons des finances publiques qui sont dans le rouge. Jusque-là, on est d'accord. Premier point. Deuxième point. Deuxième certitude. On va tous être d'accord là-dessus. Deuxième certitude. Il y a très peu de pays aujourd'hui dans le monde qui sont capables de fabriquer et de vendre des armements à très haute valeur ajoutée, ceux que tu évoquais à juste titre tout à l'heure, à savoir en gros l'aéronautique, pour faire très court, les avions et quelques bateaux, mais surtout des avions. Très très peu de pays sont capables de le faire. 2. 3, vous allez voir, vous êtes encore d'accord avec moi, il y a très très peu d'États sur les 193 enregistrés à l'Assemblée Générale des Nations Unies qui sont capables qui ont la volonté et la capacité d'en acheter. Sur la poignée, peut-être une dizaine de pays qui est capable de nous les acheter, la moitié est concentrée dans le Golfe. Et bien le résultat, on le voit. On vend à la fois aux Saoudiens, c'est vrai que ce n'est pas les matériels les plus pointus, tu as raison. On les vend aux Émiratis, ce sont nos alliés militaires, on les vend. On le vend aujourd'hui au Qatar, en dépit des bisbis très graves qui, depuis juin au moins, depuis plusieurs années, existent entre le Qatar et C'est ça la politique de la France dans le Golfe. D'accord, c'est une politique exclusivement mercantile, les intérêts bien compris, malheureusement, mais c'est comme ça. Et là où je suis d'accord avec Antoine, c'est que pour l'instant, je ne constate pas, il le faudrait, je te rejoins, mais pour l'instant, je ne constate pas que la France fait des efforts dans le soft power, en tout cas des efforts suffisants, et on voit bien que les instituts de la francophonie, les écoles, les lycées tirent la langue, fonctionnent, entre parenthèses, comme nos armées, avec des bouts de chandelle et des bouts de ficelle, mais donc, ça signifie bien qu'il y a une absence, ou en tout cas, une faiblesse grave dans la représentation d'une ancienne, parce qu'anciennement elle fut existante, politique arabe ou pan-arabe de la France. Merci. Je crains que les participants de cette table ronde ne ressortent un peu frustrés, parce que finalement on a 3 avis. On a ton avis, Frédéric, comme quoi la France n'a pas de politique arabe, Roger qui considère que la France n'a qu'une politique arabe, et Hakim qui considère que cette politique existe, mais qu'il doit en avoir une, notamment compte tenu évidemment du facteur important qui est l'islam en France. Alors, je vais peut-être lui passer la parole. 2-3 minutes. Est-ce que la salle a des questions à poser ou pas après ? Ou on continue à demander aux intervenants ? Bon, donc je vous propose pour l'organisation de cette table ronde. Donc je passe la parole à Hakim. Quelques questions. On pourrait éventuellement revenir sur le débat. Et après, Martine Waklin aura la délicate mission de faire une synthèse de cette table ronde. Alors Hakim, à toi. Je vais finir ton début de synthèse en disant et en précisant, moi je pense qu'elle devrait, que d'une certaine manière, elle en a plus. Disons qu'elle en avait une, qu'elle n'en a plus, depuis 2011 en gros, qu'elle devrait en avoir une, et que cette politique va être de plus en plus indépendante de la question israélienne. Et parce que la politique arabe, jusqu'à présent, quand on pensait politique arabe, on pensait position de la France dans le conflit israélo-palestinien, israélo-arabe. Aujourd'hui, la politique arabe, c'est plus ça le sujet. C'est, je vous dis, la gestion de l'étranger proche, pas seulement pour des intérêts économiques, mais pour des vrais intérêts politiques. Notre intérêt, ce n'est pas que le Maghreb parte en vrille. Notre intérêt, ce n'est pas que la Tunisie parte en vrille. Sur la Tunisie, juste un mot. Certes, oui, il y a Antoine qui doit nous quitter et qu'on remercie. C'est un bon exemple, la Tunisie. La France n'a pas donné beaucoup d'argent en Tunisie. Mais la France ne doit pas donner beaucoup d'argent en Tunisie. Pourquoi ? Moi, je suis franco-tunisien. C'est très simple. Il y a 800 millions d'euros de l'AFD qui ne sont pas dépensés en Tunisie. Parce que la Tunisie n'a pas le système institutionnel et n'a pas l'administration qui lui permet de dépenser de l'argent. Donc, si on veut redonner de l'argent, il faut réinventer la coopération.
la coopération administrative, la coopération technique. Probablement pas sur une forme bilatérale franco-tunisienne, mais avec l'Europe et avec la Tunisie. Ça, c'est une politique arabe. Et cette politique de coopération administrative, elle est valable dans le reste du monde arabe. Elle est d'ailleurs aussi valable en Afrique. Il faut qu'on ait une politique en Afrique. Pour des raisons assez proches, c'est que on est tellement lié à l'Afrique de l'Ouest francophone que notre intérêt, c'est la stabilité de l'Afrique de l'Ouest francophone. Quand le Mali explose, les franco-maliens de Montreuil explosent aussi. Bon. Alors, on parlait des musulmans. C'est un des éléments qui fait que la politique a changé. Dans la conclusion du travail que j'ai fait pour Montaigne, j'ai mis il faut qu'on ait une politique de l'islam. Ça fait partie de la politique arabe. Et ça fait partie de cette nouvelle géographie franco-arabe qui fait que la France n'est plus seulement présente dans le monde arabe, mais que c'est le monde arabe qui est présent en France. Ça se manifeste aujourd'hui par le fait religieux. Et le fait religieux, il est complexe. Alors certes, l'islam est un système global. Mais en fait, toutes les religions le sont. Et ce qu'on voit, et dans l'enquête que j'ai faite, et avec les analyses que je vais approfondir dans un livre qui sort bientôt, qu'est-ce qu'on voit ? On voit d'abord, et c'est ça qui est important, qu'il y a une très grande divergence à l'intérieur de la communauté musulmane française qui par ailleurs n'existe pas. Elle n'existe pas parce qu'elle n'a aucun sentiment d'appartenance et elle n'est pas plus capable de s'entendre que les pays arabes sont capables de s'entendre sur des sujets, différents sujets. Donc cette communauté n'existe pas. Et à l'intérieur, il y a une divergence sociologique très très forte. Il y a la moitié de la population qui en gros est en train de s'en sortir. Et il y a un lien direct entre le fait qu'ils sont en train de s'intégrer et puis leur relation à la religion. Ils sont très pratiquants par rapport au reste de la population française. Par contre, ils ont un système de valeurs qui met la religion à une place qui est en gros conforme au système républicain. Ceux avec qui on a des problèmes, il y a encore un certain nombre d'étrangers, très très conservateurs, mais surtout beaucoup de jeunes qui sont tentés par l'islamisme comme un projet de rupture, moins comme un projet religieux que comme un projet de rupture, et un islamisme qui est d'abord quelque chose de politique. Et de politique qui veut marquer une séparation, qui veut marquer une sécession. Et ce qui est très inquiétant dans les chiffres qu'on avait, c'était que la moitié des jeunes de moins de 25 ans, musulmans, étaient attirés par cette idéologie de rupture. Bon. Il faut que la France ait une politique musulmane. Dans le monde arabe, mais en France. Et aujourd'hui, la politique musulmane de la France, c'est quoi ? C'est sous-traiter à 3 pays, le Maroc, l'Algérie, la Turquie, qui sont eux-mêmes gangrénés par l'islamisme, la gestion, qu'on espère sécuritaire, du sujet. Ça ne marche plus du tout. Et ça ne marche plus du tout pour au moins 2 raisons. La première, c'est que les musulmans de France sont français. Ça, c'est une nouveauté. Ils sont français aux 3/4. Ils sont nés en France pour la moitié d'entre eux. Et les jeunes dont je parlais, dans les 25%, enfin les 50% de jeunes attirés par le fondamentalisme, mais ils sont quasiment tous nés en France. Donc quand vous leur envoyez un imam formé au Maroc, très sympathique, qui parle à peine français, et qui n'a pas du tout leur système de valeurs, ils se disent mais c'est qui ce blédard ? Bon. Et l'impact de l'imam est nul. Donc l'islam en France doit être géré aujourd'hui par des Français, avec un intérêt qui n'est que l'intérêt de la France, et un objectif qui est qu'on puisse être français républicain et musulman. Bon, c'est une histoire, d'une certaine manière, assez traditionnelle pour des populations qui viennent de l'étranger, pour une religion qui vient de l'étranger. C'est une histoire qui a un vrai challenge, et le challenge n'est pas gagné. Merci. Je vais passer maintenant la parole à la salle. Vous avez un micro, donc je vous demande... oui, tout à fait. Je vous demande de poser des questions vraiment très courtes auxquelles nos intervenants répondront de façon très courte. La question que je voudrais poser, tous les débats étaient très intéressants. Est-ce que la politique de la France n'est pas influencée par la rue arabe de la France, pour reprendre l'expression la rue arabe dans les pays arabes, etc. Qui veut répondre ? Frédéric, tu as moins parlé que d'autres. En 1973, Michel Jobert, qui rappellera des souvenirs à très peu de monde, vous êtes tous trop jeunes pour l'avoir connu. Non, je ne suis pas un faillot. Mais voilà, Michel Jobert disait en le regrettant, publiquement, en le regrettant, de toute façon, la politique arabe de la France, c'est d'abord Barbès-Rochechouart. Il le regrettait. Il regrettait que la politique arabe de la France ne soit pas suffisante, alors qu'à l'époque, effectivement, elle existait, et pour le coup, elle existait de manière tout à fait cohérente, etc. C'est une variable de prise de décision
qui existe notamment lorsque on envoie des hommes au Mali empêcher des djihadistes de prendre Bamako. Ça a été très bien dit il y a un instant, des formules de manière remarquable. On a, je sais pas, environ un demi-million de gens d'origine malienne et environnement en France. Si un calife autoproclamé à Bamako avait appelé tous les jours les Maliens de France à se révolter, j'ose pas imaginer qu'est-ce qui aurait pu se passer. C'est pas, on ne fait pas l'histoire, mais qui n'a pas eu lieu pour le coup, et pour cause, on y est allé. Bon, je ne doute pas que l'une des variables de prise de décision sur les questions proche-orientales, sur les questions de plus en plus sahéliennes et maghrébines, effectivement, beaucoup moins le Golfe. Hein, les gens ici se foutent de ce qui se passe aux Émirats Arabes Unis. Chez les jeunes, on n'a pas de gens d'origine émirati en France. Donc, mais au Maghreb et de plus en plus au Sahel, peut-être même d'ailleurs en Afrique subsaharienne, oui, bien sûr, ça peut jouer. Mais attention, ça peut jouer dans quel sens ? Peut jouer dans n'importe quel sens. Donc ce n'est pas, on ne peut pas en faire un constat. Par exemple, allez au hasard, je crois ce qui sous-tend peut-être ta question, vis-à-vis d'Israël. Est-ce que la France n'aurait pas été sévère ou intransigeante vis-à-vis d'Israël parce qu'on aurait eu... Alors si c'est le cas, puisqu'il y a, semble-t-il, de plus en plus de gens d'origine musulmane en France dans la population, et que la politique française, contrairement à ce que croient encore beaucoup de gens ces dernières années, c'est au contraire pondéré vis-à-vis d'Israël, ça ne correspond pas, ça ne marche pas. Là, il y a un problème. Et d'ailleurs, ça ne correspondrait pas non plus au parti qui a été au pouvoir à l'époque de François Hollande, au Parti socialiste. Ça fait des années qu'on me dit, mais les jeunes du Parti socialiste et les jeunes, ça fait 25 ans qu'on me le dit, donc les jeunes, au bout d'un moment, ils prennent un peu d'âge quand même. Hein, bien. Ils sont, non, eux, c'est la nouvelle génération, c'est plus les gens qui étaient autour de Mitterrand, si tant est d'ailleurs qu'ils tous étaient pro-israéliens, ce qui est à vérifier avec Dumas et Chesson. Donc, merci. Donc, là, vraiment, ça va être, le PS Pouvoir, ça va être terrible. Il n'y a jamais eu des relations aussi chaleureuses entre la France de François Hollande et Israël de Benyamin Netanyahou. Je précise, un nationaliste. Et manifestement, on a l'air d'aller vers quelque chose qui serait encore mieux. Donc, je ne crois pas que ça puisse jouer. Ça existe. Mais je ne crois pas qu'on puisse définitivement établir que ça joue dans un sens ou dans un autre. Une autre question ? Merci pour la richesse. Ma question va s'adresser un peu plus à M. El Karoui. Oui, c'est vrai qu'avec ma taille. À M. El Karoui, qui me semble avoir beaucoup travaillé le sujet. Alors, en tant qu'enseignante militante, j'ai beaucoup, en banlieue, l'occasion de discuter avec ce que l'on appelle les Chibani. Les Chibani, c'est-à-dire la première et deuxième génération de Maghrébins, Tunisie, Maroc, etc. Et quand on discute avec eux, ils sont différents les uns des autres, et ils ont cet islam qu'on a connu en Tunisie, puisque je viens de là-bas. Ils sont perdus par rapport à leurs enfants, qui ont un islam complètement unifié par une formation très curieuse en France et par les imams en France. Donc en fait, quand on parle de politique de la France vis-à-vis des pays arabes, si la France discute avec ces trois pays, elle a une politique différente, mais je suis moi très inquiète avec quelle politique et quels imams former pour ces musulmans de France qui sont français et qui nous proposent un islam que nous ne connaissons pas encore. Et c'est ce qui m'inquiète. Donc, je laisse Roger avait une solution, mais je pense que c'est la même que Hakim, donc je vais lui passer la parole. Tu m'inquiètes. Deux choses. Je vais être rapide. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'islam en France ne se transmet pas aujourd'hui par les familles. C'est même l'inverse, en fait. Les enfants, et notamment ceux qui sont attirés par le fondamentalisme, sont en rébellion contre leurs parents. Et l'instrument de la rébellion, c'est la religion. Et ils leur disent, vous êtes des mauvais musulmans. Nous sommes des vrais musulmans, nous le savons parce que nos copains du bas de la tour, ou nos cousins, ou le cher Google nous a dit que vous étiez des mauvais musulmans. Qu'est-ce que ça traduit ? Ça traduit ce dont on parlait tout à l'heure. L'intégration en France, aujourd'hui, c'est la destruction des familles. Une bonne partie des familles du monde arabe. Pour des raisons notamment culturelles. La distance culturelle dont on parlait, le clanisme et le tribanisme qui structurent la famille arabe, ça marche pas en France. Bon, les valeurs sont orthogonales. Et comme les parents, par ailleurs, sont considérés par leurs enfants comme ayant été humiliés, la colonisation, humiliés, le chômage, enfin, d'abord le travail à l'usine, humiliés, le chômage, etc., il y a des gens qui disent, nous, on va vous redonner de la fierté. Et qu'est-ce qu'on va vous redonner comme fierté ? On va vous donner une fierté identitaire. Et quelle est votre identité ? On le disait tout à l'heure, vous n'êtes plus tunisien, vous n'êtes pas français. N'oubliez jamais le niveau de discrimination qui existe en France. Extraordinairement élevé. Qui fait partie du sujet aussi. Donc si vous n'êtes ni tunisien ni français, vous allez être quoi ? Vous allez être musulman. Mais pas comme vos parents. Pas comme vos parents qui étaient à la fois humiliés et qui étaient ignorants de la vraie, entre guillemets, religion.
Donc vous allez être néo-islamisé. Néo-islamisé. Et donc ça, cet islam-là, c'est un islam politique, un islam de rupture avec la société, mais d'abord avec les parents. Alors comment on fait pour y répondre? Il y a du boulot. Il y a du boulot parce que d'abord il y a du boulot théologique. Et en gros, il n'a pas été fait depuis quelques siècles. Ensuite, il y a du boulot d'organisation. Les institutions musulmanes de France sont liées à des pays étrangers, ont des conflits d'intérêts financiers. Une mosquée, c'est pas un lieu de transmission de la religion. C'est d'abord un lieu de pouvoir et un lieu d'argent. C'est pour ça que c'est si important de les contrôler. C'est pas pour transmettre la religion. Donc, il faut, reprendre le contrôle sur les institutions, reprendre les contrôles sur les mosquées. Et pour ça, moi, je crois que la vraie stratégie, c'est prendre le contrôle sur le financement. Le financement, c'est pas celui de l'Arabie Saoudite ou du Qatar, qui est très faible. Le financement, c'est un financement endogène. Le halal, c'est 5 milliards d'euros. Le pèlerinage, 23 000 pèlerins par an. Vous savez qu'en France, ça coûte 1 000 euros de plus pour faire le pèlerinage qu'en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne, c'est contrôlé par la communauté turque. Donc c'est centralisé. En France, le consulat d'Arabie Saoudite donne les visas pour le pèlerinage directement aux mosquées. Aux agences de voyage. Aux agences de voyage créées par les mosquées. Avec les imams qui sont des guides touristiques. Ils surfacturent. Ils ont accès à une sorte de monopole. Ils surfacturent. 23 000 pèlerins. Fois 1000, ça fait 23 millions d'euros. Donc vous voyez, si on fait le ménage dans tout ce système-là, on peut d'abord rendre un peu d'argent aux fidèles, en prendre une partie pour le fonctionnement de la communauté à structurer, et puis à partir de là, financer les imams, c'est-à-dire les salariés directement, donc les contrôler, et puis faire le travail en amont. Le travail de formation, le travail théologique, et c'est comme ça qu'on va créer une structure. Donc la réponse à l'islam, au fondamentalisme, elle est en France. Et elle est en France pour une dernière raison, parce qu'en France, c'est le dernier pays, enfin c'est pas le dernier pays, mais c'est le pays où il y a le plus de musulmans, où on a le plus de liberté. On ne peut plus parler d'islam dans les pays musulmans. Et je vous passe la parole. Où peut-on former les imams alors? Très sincèrement, il n'y a pas de structure aujourd'hui de qualité. Il y en a 6 ou 7. Il y en a 2 qui dépendent de l'EOIF, une de la mosquée de Paris. Il n'y a pas de structure de qualité. Donc il faut monter une filière. Privé. Oui, bonjour. Une question très courte, je vous écoute. Oui, très très courte. Donc je rejoins ce qu'il a dit Frédéric Ancel tout à l'heure. Seulement, je suis contre l'expression la politique arabe de la France. Je préfère la politique méditerranéenne de la France, parce que si on dit la politique arabe de la France, on exclut d'office Israël. C'est vrai ce qu'il a dit, Frédéric, qu'il y a des conflits, comme entre le Maroc et l'Algérie qui ne reconnaît toujours pas Israël. C'est ce qui n'est pas normal, on doit travailler là-dessus. Le conflit aussi, le conflit arabo-israélien qui dure depuis 70 ans, malgré les déclarations de Trump, moi je préfère que la mosquée Al-Aqsa soit sous la direction d'Israël et faire la paix et avoir la paix pour tout le monde. Parce que après tout, par exemple, en Égypte, il y a des synagogues qui sont sous la gestion du gouvernement musulman égyptien, par exemple, en Tunisie également. Et je trouve que il faut en finir avec ce conflit. Il ne faut pas vendre des avions et tout ce qui est militaire. Il faut, au contraire, on peut développer... Posez votre question, alors. Oui, ma question, donc, est-ce qu'il ne faut pas s'intéresser plus du développement économique de toute la région, et pas seulement la politique arabe de la France, voilà. Merci. Donc je crois qu'Hakim en a parlé et je vous renvoie aux différents tableaux extrêmement précis sur les flux commerciaux entre la France et la Méditerranée. Frédéric, vous souhaitez-vous répondre à cette question, notamment à cette observation comme quoi finalement Al-Aqsa devrait être sous gérance israélienne pour finalement faciliter le processus de paix? Oui. Donc merci, bon courage. Je passe immédiatement la parole à mon voisin de droite, donc qui la demande depuis longtemps d'ailleurs, hein, donc par charité judéo-chrétienne. Il bout d'impatience. Ce qui est sûr, c'est que depuis 67, les croyants des trois monothéismes, et s'il y avait des bouddhistes et des hindouistes, ils seraient compris dans le lot, peuvent prier et sacrifier à leur culte respectif de façon parfaitement libre à Jérusalem. C'est Shimon Peres, prix Nobel de la paix, qui disait, je crois, j'en suis même certain, je crois n'est qu'une formule de politesse, la question de Jérusalem est fermée politiquement et ouverte religieusement. Donc moi je suis pas là, c'est pas l'objet en tout cas du débat, mais ce qui est sûr, c'est que
à travers ce qui a été dit, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un énième clivage entre aujourd'hui des États arabes qui ne reconnaissent pas Israël mais qui marchent économiquement énormément avec Israël. C'est le cas d'ailleurs pour la plupart d'entre eux, mais implicitement ceux qui l'ont ouvertement reconnu et qui en réalité sont finalement des alliés militaires. La Jordanie et l'Égypte, on peut appeler ça comme on veut, ce sont sur le terrain des alliés militaires d'Israël, la Jordanie étant sous protection israélienne et américaine. Et puis, des irréductibles, il y a effectivement l'Algérie, il y a effectivement le Soudan ou ce qu'il en reste, la Syrie, je vous ferai pas l'injure de vous rappeler ce que c'est que la Syrie aujourd'hui, donc qui sont encore farouchement hostiles à tout dialogue avec Israël, mais ça c'est quelque chose de totalement dépassé. Je crois que c'est Hakim qui le disait tout à l'heure. Au fond, l'une des réalités, allez, on va dire de la politique ou de l'absence ou de la faiblesse de la politique arabe de la France, c'est qu'effectivement, elle n'est plus le conflit israélo-palestinien n'est absolument plus du tout au centre des enjeux et des discussions lorsque la France discute avec n'importe lequel des États arabes. Non, moi je suis d'accord. Enfin, pour moi, enfin, je veux pas faire votre travail, mais la conclusion de ce débat, mais de ce qui se passe, c'est que on a besoin d'une politique arabe. Le sujet israélien n'est plus au cœur de la politique arabe. Par contre, il faut réinventer la politique arabe. Et il faut la réinventer en considérant que ce n'est plus qu'un sujet, ce n'est plus seulement un sujet de politique extérieure, c'est devenu très largement un sujet de politique intérieure, mais qu'en fait les deux sont liés. Et pourquoi ? Parce qu'on a un destin commun. Et avec qui ? D'abord avec le Maghreb. Martine va nous faire une synthèse. Je crois que c'est vraiment elle, finalement, qui a l'exercice le plus délicat. Et je vous demande d'avoir la patience, de ne pas vous lever, donc d'avoir la patience d'écouter, effectivement, sa synthèse. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer d'être fidèle à ce qu'ont dit nos brillants intervenants. D'abord, je me présente, je suis membre du comité directeur et présidente de la commission des 13 régions dynamiques que nous avons au sein du CRIF. Je tenais à le souligner parce que nous avons aussi des délégués de région actifs. Accessoirement, je suis élue à la ville de Nice, mais ce n'est pas l'objet du débat aujourd'hui. Je remercie nos intervenants et toute l'équipe du CRIF autour de Francis Khalifa pour cette huitième convention très riche, placée sous le thème de la citoyenneté et de la laïcité. Alors, la place et le rôle de la France au Moyen-Orient, non seulement c'est un thème cher au CRIF, aux côtés du thème de la défense de la mémoire de la Shoah et de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, je le rappelle, mais également c'est un thème d'actualité avec la reconnaissance il y a quelques jours de Jérusalem comme capitale d'Israël par le président des États-Unis, envers et contre tous les commentateurs politiques ou journalistiques. Alors le débat a commencé par un constat, d'un côté négatif, de l'autre côté positif, sur le Moyen-Orient comme zone de détestation généralisée, avec un point commun de tous les pays arabes qui ne s'entendent pas, qui est celui de la détestation d'Israël. Un constat fort peu brillant autour aussi de l'augmentation du nombre croissant de la population musulmane et l'augmentation des préjugés antisémites augmentés par la religiosité de leurs auteurs. Donc cette vision négative et celle des positions déséquilibrées de la France correspond quand même, est tempérée quand même par des îlots d'espoir qui sont la technologie israélienne et le rapprochement de l'Arabie saoudite et d'Israël. Avec monsieur Hakim El-Karaoui, on préfère une vision plus optimiste, basée sur une étude scientifique et qui a été faite pendant 6 mois, hors de toute passion, qui constate que l'influence de la France sur le monde arabe a été longtemps importante, que la France a une relation beaucoup moins avec le Qatar, comme souligné par Roger Kuckerman, mais davantage avec le Maghreb, et de faibles relations économiques, c'est un fait, entre la France et Israël. Peu de commerce avec les pays du Golfe, si ce n'est une dépendance militaire. Ça, ce sont les deux constats qui ont été faits. On est rentré dans le vif du sujet avec la définition du monde arabe. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui un monde arabe ? C'est Antoine Sfer qui a lancé le débat. Pour lui, il n'y en a plus. Dès lors que la France a un passé, certes, dans le monde arabe,
et qu'elle était l'intermédiaire de dialogue entre tous les pays jusqu'en 2005. Il considère qu'il faut cesser l'hypocrisie et accepter la rectification du tir, car on s'intéresse au Qatar, à l'Arabie saoudite, et il y a un fait incontestable, c'est le retour des empires perses, ottomans et russes. Et il insiste surtout sur une forte demande de la France par rapport à cette politique arabe et sur la nécessité de construire des écoles, car construire des écoles, c'est fabriquer des républicains. Beaucoup d'Arabes palestiniens, donc il a abordé la question aussi palestinienne, ont un quotidien beaucoup plus gris que noir et veulent rester là où ils sont, c'est-à-dire en Israël, où ils se sentent mieux protégés. Sa conclusion et son cheval de bataille est donc la culture pour restaurer le rôle de la France. Après, sur la question réelle d'une politique de la France, donc Frédéric Ancel demande si la France a les moyens de son ambition, partant du principe que l'arc de crise part de la Mauritanie au Pakistan et qu'il y a aujourd'hui une seule grande puissance, c'est une grande puissance riche, ce sont les États-Unis, avec une volonté et une possibilité du retour de la France au regard d'un retrait relatif d'Obama et d'une perte de crédibilité du président actuel Trump. Il y a donc une place à prendre. On ne parle plus toutefois de politique arabe de la France, car il n'y a plus de monde arabe sur le plan géopolitique. Il y a des relations bilatérales avec des politiques isolées de la France à l'égard des différents pays, à la fois du Maghreb et du Moyen-Orient. Sa conclusion est donc qu'il n'y a plus de bloc arabe, plus de politique arabe en France, un monde arabe affaissé avec une perte de l'idée nationale et parallèlement une montée de l'économie, de la technologie et de la diplomatie d'Israël qui intéresse la France. Alors, Monsieur El-Karaoui considère, il rejoint Frédéric Ancel sur le fait qu'il n'y a pas de constat, qu'il y a le même constat, à savoir pas de monde arabe. En revanche, il n'est pas d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas de politique arabe, mais en fait, ils se rejoignent puisque il n'y a pas de politique arabe au sens où on le souhaite, mais il y a réellement une politique maghrébine de sécurité. Il y a une politique économique avec les pays du Golfe. Mais il faut repenser la politique arabe avec l'évolution du monde arabe qui se modernise, c'est une réalité, avec un niveau culturel qui s'accélère et qui crée une vraie instabilité politique, conduisant le fait que la France doit gérer ses intérêts. Elle s'engage au Maghreb, où les idées françaises résonnent. Les idées arabes et musulmanes résonnent en France, ce qui est une nouveauté, ce qui est un fait. Le Maghreb devient donc un risque français. Ça, c'est une idée très intéressante. Et on constate d'ailleurs que 100% des victimes des attentats aujourd'hui sont liées au monde arabe, d'où la nécessité d'une politique arabe guidée par nos intérêts nationaux. Tout le monde se rejoint pour dire qu'il faut jouer la carte de l'éducation. La conclusion, c'est la conclusion très intéressante qui découle à la fois des conclusions des intervenants, mais des questions qui ont été posées, c'est d'une part que il n'y a plus de politique arabe de la France, il devrait y en avoir une. Elle sera de plus en plus indépendante des liens avec Israël et du conflit israélo-palestinien. En revanche, elle doit s'appuyer sur une politique éducative importante. La question de la formation, la question des jeunes qui sont tentés par l'islamisme comme un projet de rupture, qui sont attirés. La France qui doit avoir une politique musulmane en évitant les gestions et des immixtions des pays étrangers. L'islam qui ne se transmet plus dans la famille et qui devient un instrument de rébellion à travers la religion. La destruction des familles et le fait que les jeunes ne se considèrent plus comme français, mais se considèrent comme des musulmans pratiquants. Donc la dernière conclusion, c'est que Jérusalem est l'énième clivage entre les États arabes, qui sont alliés militaires ou ceux qui sont en relation économique. Seuls les irréductibles sont la Syrie, le Soudan, qui sont hostiles, autour en déclaration en tous les cas et en action. Et donc sur cette question de la politique arabe du Moyen-Orient, tout reste à faire. Merci beaucoup pour cette
très bonne synthèse. Je vous invite à évidemment continuer à participer à nos tables rondes et à l'intervention de Francis Khalifa et du Premier ministre ce soir. Merci à vous.